Bonjour et bienvenue sur Mystic Moon, l'espace sacré. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler ancêtres, magie des ancêtres, culte aux ancêtres, cette thématique que j'ai déjà évoquée dans 2 précédentes vidéos. Alors si je suis à mon bureau avec mes lunettes de vue, c'est parce qu'en fait je vais répondre à vos questions sous la première vidéo sur cette thématique que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai bien évidemment les liens des 2 vidéos qui ont déjà été publiées sur le sujet dans la description sous cette vidéo. On a une première vidéo qui est l'introduction que j'avais faite sur les ancêtres, la généalogie, la magie, où j'étais dans une très grande émotion et où ça partait un peu dans tous les sens, mais ça a permis de faire un tour global de la thématique me concernant et de comment je vivais ce sujet-là. J'ai fait ensuite une deuxième vidéo sur les traces de mes ancêtres où je vous parlais un petit peu de l'évolution de ma pratique avec les ancêtres et notamment par rapport à ce que j'avais vécu à l'été 2021, à l'année 2021 en général. Et donc aujourd'hui, plusieurs semaines, voire mois, plusieurs mois après, parce que la première vidéo date d'octobre 2021, je réponds aux questions que vous aviez posées sous cette vidéo. Je vous avais proposé de poser vos questions pour que je puisse cadrer un peu plus mon discours et que je puisse répondre à ce qui vous traverse et ce qui vous pose question sur ce sujet. En sachant que, comme pour tout, je suis pas une experte de n'importe quel sujet, de toute manière. Je vais vraiment vous livrer mes ressentis, mes expériences, mes compréhensions, et comme toujours, faut prendre du recul par rapport à ce que je dis, faire votre propre avis, faire vos propres recherches et vos propres expériences. On se lance donc, j'ai décidé de les prendre dans l'ordre d'apparition, on va juste prendre question par question. Il y a vraiment plein de thématiques différentes, vraiment des aspects très pratico-pratiques de comment je pratique avec mes ancêtres, sur des grandes questions comme la réincarnation, sur des questions comme sur la nécromancie. Voilà, il y a plein de sujets différents et on va essayer d'aborder un petit peu tout ça. La première question à laquelle on va répondre, c'est une question de Edith, justement autour de la réincarnation. En gros, elle se posait la question de est-ce qu'elle n'avait pas déjà rencontré ses ancêtres dans des vies antérieures et est-ce que son choix de réincarnation n'était pas fait par rapport à ça. Qu'en gros, elle avait choisi de se réincarner dans cette vie-là pour retrouver ses ancêtres qu'elle avait déjà rencontrés dans des vies antérieures. On commence avec un sujet qui est pas simple, mais que je trouve assez intéressant, parce que ça vient toucher 2 sphères qu'on se fait rarement rencontrer et finalement qui, je trouve, posent un peu les mêmes questions. On a d'un côté quelque chose d'assez pragmatique qui est mes ancêtres de sang, c'est-à-dire les personnes qui ont vécu avant moi et qui font que je suis là aujourd'hui, qui m'ont donné la vie en quelque sorte, hein. Et donc on a du coup nos lignées qui sont là et c'est notre passé. C'est notre passé, ce sont nos ancêtres. Okay, et puis nous avons de l'autre côté les vies antérieures. Donc ça c'est une croyance, à savoir que on se réincarne. Donc c'est une croyance de réincarnation, que je me réincarne dans d'autres corps et que de ce fait j'ai plusieurs vies. Est-ce que ces 2 mondes-là se sont rencontrés, peuvent se rencontrer, doivent se rencontrer, euh, sont forcément liés ou pas du tout? J'ai pas du tout la réponse à cette question. Sachant que déjà, pour ma part, je n'ai pas une croyance forte en la réincarnation. Dans le sens où c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me pose question, mais j'ai pas une croyance qui est assurée de oui, c'est sûr, on se réincarne, mais je suis pas non plus dans l'idée que c'est sûr qu'on se réincarne pas. Je suis souvent dans des entre-deux et je pense que tout se transforme et qu'en soi, de toute manière, notre énergie, elle reste. Mais est-ce que vraiment je me réincarne? Ça, je ne sais pas. Donc déjà, est-ce que j'ai cette croyance-là ou pas? C'est cette question qu'il faut se poser. Et si on a cette croyance forte en réincarnation, que du coup, nos ancêtres se sont aussi potentiellement réincarnés, est-ce qu'on s'est pas déjà croisé dans d'autres vies? On peut aussi se poser ces questions-là, pas que sur nos ancêtres, mais sur notre entourage en général. On peut retrouver ces questions-là, par exemple, avec nos compagnons, nos compagnes, nos enfants, etc., etc. J'ai vraiment pas de réponse. Est-ce que, en gros, l'histoire se répète ou pas éternellement, quoi? C'est un petit peu ça la question.
J'ai pas la réponse, mais je trouvais la question très intéressante et que ça éveille plein de questionnements et ça vient créer du lien en fait entre des sphères là où on le fait pas forcément. En tout cas, je pense ce qu'il y a de certain, c'est que il y a quelque chose que l'on fait perdurer de nos ancêtres. Et moi, si je ne crois pas forcément en la réincarnation, je crois vraiment en ce lien très fort entre nous et nos ancêtres, à savoir qu'ils nous transmettent des choses qui ne sont pas que de la génétique, qui peuvent être aussi des émotions, qui peuvent aussi peut-être être des pensées, des expériences, des connaissances, euh, de l'énergie, et que cette transmission fait que ce qu'on va en faire, comment on va la transformer, ça c'est quelque chose, mais quoi qu'il arrive, on le porte en nous et donc on continue de faire vivre nos ancêtres à travers nous. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a cette espèce de besoin si fort parfois d'avoir des enfants, c'est pour continuer à vivre entre guillemets. C'est un peu la vie éternelle, hein, parce qu'il y a quelque chose qui se perpétue à travers les enfants et nous on perpétue nos ancêtres à travers nous, quoi. Ça vient poser plein d'autres questions, notamment sur ancêtres de sang ou pas, parce que je pense que cette transmission-là et ce qu'on porte de nos ancêtres, c'est aussi ce que nos parents nous transmettent, et peu importe biologique ou pas, gène ou pas gène, je pense qu'il y a de toute manière, à partir du moment où il y a une transmission, que ce soit nos ancêtres de sang, mais aussi nos ancêtres de tradition, que ce soit des personnes qui nous ont transmis en fait des choses, peu importe qui, on perpétue ça en fait, on perpétue ce qu'on nous a transmis, et donc on fait vivre cette transmission, et les personnes qui nous ont transmis, on continue de les faire vivre en fait. Et je crois plus à l'éternel dans ce concept-là que dans une véritable réincarnation. Mais je trouve que c'est intéressant de se poser ces questions. Et je m'arrête là parce que c'est un sujet qui est très 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 large et on pourrait y passer des heures. On va donc passer à la question suivante et c'est Lily qui pose la question. Elle évoque notamment le challenge et les exercices que j'avais proposés pour se connecter aux ancêtres en 2020. Je vous remettrai tous les liens dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse d'aller voir ça. Elle se pose la question de par quel biais en fait j'aurais reçu des messages et comment travailler avec après coup. Donc je parle de potentielle réception de messages que je pourrais avoir, que ce soit des ancêtres, mais aussi des divinités, des arbres, des éléments, etc. Alors, ça c'est une grande question qui mériterait presque une vidéo à part entière aussi. Vous avez posé que de très grandes questions. Donc on va essayer d'y répondre, mais voilà, je peux pas aller dans le cœur du sujet, dans le détail non plus. La réception de messages, elle peut vraiment se faire par plein de biais, en sachant que je n'ai aucune assurance de ça. Donc je sais qu'on n'a pas toutes et tous la même posture dans le milieu spirituel ésotérique. Moi, j'ai pas du tout cette posture en disant c'est sûr, j'ai reçu un message de telle entité ou de tel esprit et voilà, je canalise les messages et c'est sûr que on m'a dit ça et c'est sûr que c'est ci ou ça qui me l'a dit. Pas du tout, hein, je n'en sais strictement rien, j'ai l'assurance de rien, j'ai une conviction forte, j'ai des croyances fortes, j'ai des forts ressentis que c'est ça, mais je n'ai pas d'assurance que c'est ça. Voilà. Donc déjà, premier point qui me semble important. La réception de messages, elle se fait essentiellement pour moi de mon environnement parce que c'est ce avec quoi j'interagis le plus. Donc essentiellement les arbres et la nature en général, ce qui m'entoure. Donc beaucoup les arbres, le vent, l'eau, le fleuve qui coule. Ça peut être des plantes. Les animaux, moi, beaucoup moins. J'ai beaucoup moins ce lien aux animaux que d'autres peuvent avoir, mais j'ai très peu cette connexion, à part avec des animaux très spécifiques, très particuliers. Je pense notamment aux cervidés, aux corbeaux, ce type d'animaux. J'ai pas de connexion avec tous les animaux. Divinité, très peu. Je peux parfois avoir ce sentiment de recevoir quelque chose, mais c'est très très rare hein, de la part de divinité. Et de la part de mes ancêtres, c'est vraiment quand moi je fais l'effort d'être à l'écoute. Là où la nature, ça s'impose à moi parce qu'elle est tellement présente ici, là où je vis, au nord de la Suède, je suis au beau milieu de la forêt. Et en fait, je regarde là-bas, c'est parce que je regarde
la forêt qui est juste à côté, qui est juste là. En fait, j'ai une porte-fenêtre et je vois la forêt là. Et donc voilà, il y a ce truc où je me sens toute petite face à cette immense nature et ça s'impose vraiment à moi. Là où quand c'est pour des ancêtres ou des divinités ou autres, c'est vraiment moi qui vais devoir faire l'effort d'être à l'écoute de ça. Et comment ça va se passer? Alors c'est pas du tout quelque chose de clair et d'évident. C'est-à-dire que les messages que je peux recevoir, je vais vous expliquer comment. Mais déjà, le message en lui-même, c'est pas du tout quelque chose de clair et de limpide, de type que j'entends une voix qui me dit bonjour Marie, comment vas-tu aujourd'hui? Alors du coup, le message que je voulais te passer, c'est que sache que non, pas du tout. Pas du tout comme ça se passe pour ma part. Déjà, c'est pas forcément sous forme de mots ou de phrases. Ça peut être des ressentis physiques, ça peut être des visions, ça peut être des visions autour de moi, mais ça peut être des visions intérieures, des flashs que je peux avoir. Ça peut être des choses que j'entends, ça peut être... euh, quand j'entends, ça va surtout être des bribes de phrases, ça va être des morceaux de phrases, ça va être des mots que je peux voir aussi, je peux les entendre, mais aussi je peux les voir. Mais en aucun cas, ça sera une phrase toute belle et toute construite. Et c'est souvent un amas de plein de petites choses, en fait, qui vont faire le message. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça aussi que je le prends avec beaucoup de pincettes, parce que c'est pas de toute manière quelque chose de limpide et de clair, me concernant en tout cas. Comment je peux recevoir ces messages? Par plein de biais différents. Par la méditation, la contemplation. Donc méditation, c'est dans ces moments où je vais essayer de calmer mon esprit, mon mental, pour laisser de la place à la réception d'autres choses. Ça va être par la contemplation, donc le fait de m'installer, d'observer la nature, de la contempler, de voir ce qui se passe. Donc ça peut être de contempler mon hôtel, de contempler une représentation d'une divinité ou une photo d'un ancêtre, ou voilà. Contempler mon arbre généalogique, par exemple, voilà. Ça peut être par les états modifiés de conscience. La méditation peut en être un, mais des états modifiés de conscience plus avancés, plus poussés. J'appelle ça des voyages. Donc bah voilà, je fais des voyages dans d'autres sphères, d'autres dimensions, d'autres espaces-temps. En tout cas, je pense. Encore une fois, je ne peux assurer rien du tout de ce que je raconte, mais c'est vraiment ce que je vis et ce que je ressens, que par un certain état dans lequel je vais me mettre, je vais accéder à d'autres dimensions, d'autres espaces-temps, et là aussi, par ce biais-là, je peux recevoir des messages. Là, ça va être très souvent visuel, des flashs de vision ou des flashs de mots, où je peux aussi entendre des choses. En méditation, pareil. En contemplation, pareil. Et après, ça peut se faire par des supports un peu plus élaborés, de divination notamment. Donc, à travers les runes, je trouve que la connexion aux ancêtres à travers les runes, c'est extrêmement intéressant. Les runes de l'ancien Futark, j'ai fait une formation sur le sujet si ça vous intéresse. Alors, pas sur les runes en lien avec les ancêtres, hein, sur les runes en général. Et des supports de divination comme les cartes notamment, mais vous pouvez aussi aller sur d'autres supports de divination, notamment dans le contact avec les ancêtres. Ça peut être par exemple avec des ossements. Il y a plein de possibilités pour recevoir des messages. Ça peut être bien sûr sur d'autres types de supports comme l'eau, le feu, les miroirs, etc. Moi, ce qui fonctionne très bien avec moi, c'est le feu. Divination par le feu, c'est quelque chose, non pas que je maîtrise, mais que j'ai beaucoup pu explorer et qui fonctionne très très bien avec moi. Et après, ça va vraiment être aussi potentiellement dans un ressenti. Moi, les ressentis physiques, ça va venir me valider des choses. J'ai un frisson spécifique à un endroit qui me dit oui, c'est bien une communication de l'invisible ou du subtil. Ça peut être aussi des choses qu'on nous envoie, des synchronicités, des signes que l'on reçoit. Alors il faut pas en voir partout tout le temps, mais des fois, ces trucs qui sont tellement gros. Petite anecdote me concernant, c'est que j'ai retrouvé, par exemple, j'en ai déjà parlé, j'avais retrouvé je suis allée sur la tombe d'une ancêtre, et elle est décédée la date de ma naissance. Je me suis dit, bon, tiens, il y a quelque chose qui m'indique que j'ai en effet peut-être quelque chose à creuser avec cet ancêtre-là en particulier. Parce que c'est quand même, je trouve, un assez gros signe, quoi. Sachant que je le savais pas du tout, quoi. Et en plus, cette ancêtre, elle a le même nom qu'une autre ancêtre, que j'ai beaucoup travaillé sur cet ancêtre-là en généalogie, et j'ai bloqué, en fait, j'ai jamais pu aller très loin, et elle porte le même nom, enfin,
Il y a plein de choses comme ça qui me font dire, ok, là, il y a vraiment quelque chose à creuser, il y a quelque chose qu'on essaye de me dire, en fait. Ça peut être des choses, mais beaucoup plus loufoques aussi, qui peuvent m'arriver. Et j'avais eu le cas, par exemple, d'une personne qui a débarqué dans une forêt au milieu de nulle part en Suède. J'étais avec mon mari, donc j'ai un témoin à charge, que je suis pas complètement folle. Et cette personne est rentrée dans la forêt, on l'a vu, parce que nous on était en train de sortir de la forêt. Il est rentré dans la forêt, il m'a dit quelque chose en anglais, alors que on était en Suède, donc je veux dire, on n'a pas des têtes de suédois peut-être, mais comment il a su déjà qu'on parlait pas le suédois. Et il est reparti. Il est juste rentré dans la forêt pour me dire ça et il est reparti. Au milieu de nulle part, quoi. Et là, du coup, ce qu'il va me dire, bah, au début, je vais me dire, non, mais c'est quoi ce truc de fou? Et après, il je vais me dire, ah, c'est trop loufoque, il y a peut-être quelque chose à creuser, etc. Ce que je veux dire que c'est pas à chaque fois que je trouve une plume sur mon chemin ou une heure miroir sur mon téléphone portable que je me dis ah je reçois un message de mes ancêtres ou de quoi ou qu'est-ce. C'est plus vraiment des gros trucs comme ça tu peux pas faire l'impasse quoi. C'est gros quoi. Donc voilà pour cet aspect-là. Pour répondre à ta question. J'espère que j'y ai répondu. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour essayer d'aller au plus efficace possible. Et du coup, je vous propose qu'on aille voir les autres questions qui ont été posées sous cette vidéo. Alors, c'est Cécile qui m'a posé la prochaine question, parce que j'ai évoqué la nécromancie dans ma première vidéo. Et on m'a demandé par quel biais je l'étudiais et si je le faisais avec quelqu'un, avec des grimoires, des livres, des vidéos, comment ça s'est passé. Alors, je peux pas dire que j'ai étudié la nécromancie, c'est pas vrai. Je m'y suis intéressée et j'ai lu des choses sur le sujet pour me faire un peu mon idée sur est-ce que ça pouvait être complémentaire ou pas à ma pratique. Et la nécromancie a vraiment été une espèce de révélation au départ pour moi parce que c'était en mode ah oui, ça vient toucher à beaucoup de thématiques et de sujets qui me font écho, qui me parlent sur justement ce travail avec les défunts et avec l'invisible en général. Et donc voilà, il y avait beaucoup de choses qui me parlaient. Et donc je l'ai étudié, non dans le sens où je suis pas allée si loin que ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de ressources sur le sujet en français qui sont de bonne qualité. Moi, j'ai eu deux livres sur le sujet que j'ai trouvés qui sont pas incroyables, mais qui permettent quand même d'avoir une première vue sur le sujet. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la nécromancie, c'est pas quelque chose qui est directement en lien avec les ancêtres. En tout cas, dans le sens où c'est pas le cœur du sujet de la nécromancie, ce ne sont pas les ancêtres, ce sont les morts, les défunts en général. Donc, déjà, il faut bien comprendre qu'il y a une différence. C'est-à-dire que on peut relier le travail des ancêtres à la nécromancie, mais la nécromancie, ce n'est pas forcément le travail avec les ancêtres. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était au-delà du travail avec les ancêtres, c'était de manière générale cette compréhension du lien avec les défunts à travers l'énergie que ça pouvait apporter. Dans le sens où on a cette connaissance en général dans ce milieu-là de la médiumnité, de la voyance, de la divination, de cette idée de je peux potentiellement canaliser des messages de on sait pas où et de on sait pas qui, mais a priori de l'au-delà des défunts. Ça, on y croit, on n'y croit pas, mais c'est quelque chose qui est partagé aujourd'hui. Par contre, pratiquer la magie avec ces autres mondes, c'est pas quelque chose qui est beaucoup partagé. Dans le sens où on va souvent évoquer des sources d'énergie, de magie en lien avec la nature. Donc, je sais pas, la magie des plantes. Donc, hop, source d'énergie, les plantes. La magie saisonnière que j'ai développée, hop, source d'énergie, les saisons, les lunaisons. La magie planétaire, hop, source d'énergie, les planètes. En gros, la nécromancie, c'est la magie des morts, et la source d'énergie, c'est les défunts, c'est les morts. Et ça, c'est pas quelque chose qui est hyper partagé aujourd'hui d'un point de vue d'une approche moderne de la magie et ou de la sorcellerie. Donc il y a quand même cette compréhension qu'il y a un travail avec l'invisible, mais l'invisible des morts est peu ou pas évoqué aujourd'hui. Donc des ressources en français, il y en a extrêmement peu, et des ressources en anglais, je n'en ai pas lu sur le sujet. Donc je lis régulièrement en anglais parce que il y a
pas énormément de sources pertinentes en français sur la magie et la sorcellerie, pour être très clair. Ça va pas extrêmement loin, c'est très... euh, euh, pour débuter, si je peux dire, mais si on a envie vraiment d'aller creuser sur des sujets, très souvent on va être obligé de passer en anglais. Donc c'est vrai que quand on ne lit pas l'anglais, c'est un petit peu plus compliqué, je pense, d'explorer d'un point de vue, en tout cas théorique, ces thématiques. Euh, donc, les deux livres que je conseille, oui et non, sur la nécromancie, en tout cas ceux que j'ai lus, on a Introduction à la pratique de la nécromancie, le travail magique avec les esprits des morts. Ça a été écrit par un monsieur qui s'appelle Martin Coleman. Donc j'imagine que c'est Martine Coleman. Voilà. Et le deuxième livre que j'ai lu sur le sujet, c'est de Eliphas Lévy. Si vous connaissez pas, occultiste très connu, qui a écrit un livre qui s'appelle Pentacle et Nécromancie. Ça, ce sont deux livres que vous pouvez retrouver aujourd'hui en ligne, à des prix tout à fait accessibles et raisonnables, que vous pouvez acheter et qui, je trouve, quand même, permettent d'avoir une vue globale du sujet et d'avoir une première approche en ayant conscience que ça reste quand même aussi des points de vue d'auteurs, quoi, particuliers. Qu'est-ce qui ne m'a pas plu dans la nécromancie et ce pourquoi j'ai pas continué d'explorer avec ce terme nécromancie. C'est parce que quand aujourd'hui la nécromancie est quand même surtout associée à ce qu'on appellerait de la haute magie, à de l'occultisme. Alors je reviendrai un jour, c'est prévu là assez rapidement que je vous fasse une vidéo parce que je me rends compte que je vous ai jamais trop parlé de ces différents types de magie en fait. Moi, si on me catégorise, je fais partie de la team basse magie, ok. Je fais pas de la haute magie, même si je m'inspire beaucoup de la haute magie et que j'ai pris beaucoup de choses aussi de la haute magie, j'ai pas une pratique directe de haute magie. Euh, mais très souvent, la nécromancie va être évoquée et appliquée dans un système de haute magie. Et ces deux livres-là sont des livres d'occultistes, de personnes qui pratiquent la haute magie, et qui ont donc une certaine posture vis-à-vis des énergies, qui moi me pose problème et me met mal à l'aise en fait. Très souvent en fait on va retrouver une espèce de posture d'autorité vis-à-vis des énergies, vis-à-vis là pour le coup des morts, des défunts. Donc c'est vraiment je me place comme étant la figure d'autorité et comme étant la puissance qui va au-dessus et qui dit qui fait quoi, comment, où. Je résume, mais c'est un petit peu cette idée-là quand même. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi des époques qui sont plus ou moins lointaines, avec une très forte misogynie, entre autres, et vraiment cette posture de l'homme tout-puissant, autoritaire, etc. Et on le retrouve beaucoup dans ce type d'ouvrage sur la nécromancie, ce qui, moi, me correspond pas et me met pas à l'aise. Par contre, il y a aussi des choses qui sont très intéressantes, notamment des informations anthropologiques, historiques sur notre rapport à la mort et sur des rites et des traditions dans l'Antiquité notamment pour comprendre comment ça a été évoqué, cette communication et ce travail de magie d'énergie avec les morts. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je pense que de toute manière, la nécromancie, la magie des morts, ne peut pas être décorrélée de la pratique de la divination et de la communication avec eux. Donc en général, quand même, ça va un minimum ensemble. Et dans ces livres-là, on peut trouver quand même pas mal d'informations là-dessus. C'est quand même... Ça reste deux livres quand même très intéressants. Et il y a aussi des aspects très concrets, très pratiques, avec des formules, des recettes, des incantations. Il y a des choses aussi assez concrètes dans ces livres-là. Et c'est assez intéressant. Il y a vraiment cette idée d'ouverture de portes ou de fermeture d'autres portes. Il y a plein de choses. C'est un sujet qui, pour moi, du coup, peut pas être mis dans toutes les mains non plus. C'est évident. Et il y a une recherche, un travail qui vise des effets qui ne m'intéressent pas spécialement. Toujours dans cette idée de contexte de haute magie. Alors est-ce que la magie des morts est réservée à la haute magie et à l'occultisme? Pas du tout. On le retrouve aussi dans énormément de traditions de magie des campagnes, basse magie, euh, et, euh, et du coup, ça, je vais plutôt aller explorer ce point-là, en fait. Donc, en gros, le terme nécromancie, moi, aujourd'hui, je l'associe plutôt à tout ce qui va être haute magie, occultisme, et là, ça me parle moins, et du coup, j'ai décidé de pas creuser et d'aller plus loin, parce que c'est des postures qui ne m'intéressent pas.
Ça a été plutôt d'aller chercher côté magie des campagnes et basse magie. Et là, ça a été plutôt d'aller étudier des rites et des légendes, des rites, des légendes, du folklore autour de la mort, que ce soit là dans mon environnement actuel, que de mes origines, du coup, du Berry. Je vais plutôt étudier ça que aller chercher des... d'abord des personnes qui vont me dire qu'est-ce que c'est que la magie des morts. C'est toujours un petit peu ça qui m'embête et ça c'est toujours ce que je vous conseille dans n'importe quelle étude de la magie ou des pratiques ésotériques, c'est d'abord renseignez-vous au maximum que vous pouvez sur l'origine des choses et après allez voir les interprétations des uns et des autres. Moi tout ce que je vous délivre c'est mon interprétation personnelle qui j'espère est intéressante, inspirante et puis vous aide à mettre des choses en pratique. Mais par contre, ce qui sera intéressant aussi, c'est d'aller voir qu'est-ce qui a l'origine de ce que moi je suis en train de vous dire. Et typiquement, bah, sur la magie des morts, c'est pour moi d'abord aller voir c'est quoi les rites funéraires, c'était quoi les croyances et les légendes et le folklore autour de la mort euh, de vos origines ou de où vous vivez pour pouvoir eh bien peut-être aller les explorer plus en détail, plus concrètement dans votre pratique. Il y a vraiment cette idée de recherche puis ensuite de reconstitution. Et puis moi, dans tout ça, il y a aussi beaucoup d'intuition et d'instinct. Je suis pas fan de forcément. J'ai pas du tout ce rapport maître-élève dans ma pratique. J'ai pu le vivre par le passé, dans la guérison notamment, où j'ai eu un maître Jinshin qui m'a transmis, etc. Et ça ne me convient pas en fait. Donc c'est pas la posture que je prends avec vous. J'ai pas du tout cette dimension de maître-élève, mais plutôt vraiment cette dimension de partage, d'échange entre personnes qui essayent de comprendre et qui pratiquent et où bah, on se donne nos trucs et nos méthodes et nos outils et nos réflexions, mais je suis pas en train de vous dire il faut que tu fasses ça comme ça. Et du coup, moi, c'est pas ce que je recherche non plus dans ma pratique. Donc, je recherche pas quelqu'un qui me dit qu'il pourrait me former, qui soit mon maître, qui me dise la magie des morts, c'est comme ça et tu vas faire comme ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et je veux plutôt aller m'inspirer du coup des légendes, des folklores, de ce que je peux voir à droite, à gauche sur ce sujet. Et je prends tout ça et j'étudie, et puis j'expérimente, et puis je le vis, et puis je vois comment je ressens les choses. Ça reste que ça a une petite place et en même temps une place centrale dans ma pratique. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, et j'en parle un petit peu dans ma deuxième vidéo, je crois, sur le sujet, que je séparais beaucoup l'invisible en catégories, en cases, là où j'ai compris en 2021 que tout était connecté et relié aussi dans l'invisible, et avec nous aussi, je pense, dans cette grande toile du destin, que de ce fait, c'est pas la magie des morts en particulier qui m'intéresse, en fait, c'est la magie tout court, et que dans cette magie, et particulièrement du coup plutôt dans une approche de sorcellerie, il y a cette communication avec l'invisible, le subtil, cette compréhension de l'invisible et le subtil, et comprendre comment tout ça fonctionne, et essayer de trouver sa place au milieu de tout ça, et de voir quels sont les liens, les connexions, et comment on explore et on travaille ensemble, en fait, pour que chacun puisse y tirer le bénéfice qui est important pour lui, et qu'on trouve la balance, l'équilibre, l'harmonie. Et donc bah, là-dedans, il y a pour moi en effet les ancêtres, les morts, les défunts, comme il y a tout, plein d'autres aussi éléments du subtil, de l'invisible, d'entité, d'esprit. Et voilà, donc aujourd'hui, j'essaye d'arrêter d'essayer de mettre ma magie, ma pratique dans des cases comme la magie des morts ou la nécromancie ou le culte aux ancêtres, etc. Parce que, bah, en fait, c'est la magie, quoi. C'est la sorcellerie, la magie, c'est connexion et de communication avec l'invisible. Point barre. J'espère que j'ai réussi à répondre à cette question, mais je crois que j'ai vraiment pris beaucoup de temps. Je crois que cette vidéo va être assez longue. Je vais répondre quand même à une dernière question. C'était si je ne connais pas mes ancêtres, par exemple parce que j'ai été adoptée ou parce que mes parents ont été adoptés, comment je peux faire ce travail-là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'ancêtres, déjà il y a ancêtres en général, donc les ancêtres de sang, les ancêtres de lieu, les ancêtres de tradition. Ça, je vous en parle dans la première vidéo et je vous en parle aussi dans les cours que j'ai fait sur le sujet, qui sont en description sous la vidéo. Donc si là, je pense que la question était plutôt sur les ancêtres de sang, en effet, quand je ne connais pas mes ancêtres de sang, euh,
je dis pas que c'est pareil, ça sera forcément plus complexe, mais c'est tout à fait possible. Dans le sens où, quand moi je travaille avec mes ancêtres de sang, je vais pouvoir m'appuyer en effet sur une partie d'un arbre généalogique, parce que moi j'ai toute une partie aussi de ma famille qui est inconnue, hein. Sans vous raconter mon histoire familiale dans le détail, j'ai des grosses parties inconnues de ma famille. Et en fait, ce travail de généalogie, pour moi, ça a été un support de connexion à ma lignée en général, et pas forcément que aux noms et aux prénoms que je pouvais voir sur mon arbre. Le fait d'avoir un arbre généalogique, c'est sûr que ça peut aider à se projeter, à intellectualiser, à matérialiser ces énergies et ce travail avec les ancêtres, et donc peut-être de faciliter cette communication. Mais comme tout autre type d'objet, par exemple, moi j'ai pu récupérer un appareil photo, j'ai pu récupérer un moulin à café, j'ai pu récupérer un mouchoir, j'ai pu récupérer comme ça des petits objets de mes ancêtres qui me permettent de matérialiser cette lignée et de pouvoir m'y relier, de m'y connecter. Est-ce que j'ai besoin de ça pour le faire? Non, pas du tout. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je parle de ma lignée, c'est ma lignée on peut remonter aux premiers hommes. On peut remonter à Adam et Ève, entre guillemets, si je peux dire. De Adam et Ève, on arrive à moi, puisqu'on est tous issus des premiers hommes et des premières femmes, des premiers humains. Donc quand on parle de lignée, c'est depuis le début. Et de toute manière, peu importe tes recherches généalogiques, à moins que tu sois issu d'une famille très particulière qui te permette de remonter à Adam et Ève, entre guillemets, si je peux dire, de toute manière, à un moment donné où tu vas pas aller beaucoup plus loin, quoi. Moi, par exemple, je suis allée jusqu'en 1600, parfois 1500 sur certaines lignées, c'est déjà énorme. Et il y a des personnes qui peuvent remonter jusqu'en 1400, 1300, mais de toute manière, il n'y avait pas d'archives après. Il y avait pas de, on ne consignait pas les morts et les naissances. Donc, on ne peut pas vraiment aller plus loin. Et quand moi je me connecte à mes ancêtres et que je fais un travail avec mes ancêtres et un travail avec ma lignée, c'est pas juste ceux que je connais sur mon arbre généalogique, c'est l'ensemble de mes ancêtres. Et c'est en ça que les connaître ou pas, c'est pas très important en fait. C'est comme se relier aux puissances de la nature. Est-ce que tu peux vraiment leur mettre un nom, un lieu de naissance, de mort, une date? Non, tu te relies aux puissances de la nature et c'est tout, comme à l'élément air, à l'élément eau, etc. Quand tu peux avoir des choses spécifiques, je pense vraiment que ça peut être intéressant et tu peux peut-être même travailler sur un ancêtre ou une ancêtre en particulier qui te parle, etc. Quand tu as ces données-là, c'est sûr que ça te permet de faire un travail peut-être plus dans le détail qui peut être intéressant. Mais pour moi, c'est pas du tout nécessaire et tu peux tout simplement prier, te relier, te connecter, honorer, célébrer, ressentir, t'aligner en général, sans avoir quelque chose de plus spécifique que ça. Et tu peux quand même aussi travailler sur des matérialisations. Donc, par exemple, si t'as pas de photos de tes ancêtres ou d'objets de tes ancêtres, c'est qu'est-ce que toi tu peux créer, fabriquer pour les représenter, les honorer, les mettre sur ton autel, les t'y relier en fait, tout simplement. Alors je crois que j'ai répondu déjà à pas mal de questions sur le sujet. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura une autre vidéo sur le sujet? Oui, probablement. Par contre, vraiment pas pour maintenant. Ça sera pas avant plusieurs mois. Parce que il y a plein de vidéos qui sont en préparation et qui sont en train de se faire et que j'ai envie de partager sur d'autres thématiques, notamment sur des grands principes de magie. On a sur la magie dans la cuisine notamment. Vous reparlez aussi de mon lieu de vie. Il y a plein de choses qui s'en viennent et sur la magie et sur la spiritualité en général. Donc les ancêtres, c'est quelque chose qui reviendra, c'est évident, mais pas tout de suite. Et sachez du coup, si vous voulez travailler avec moi sur le sujet, j'ai fait des cours à ce sujet. Alors c'est pas des cours très pointus qui vont vous permettre de tout apprendre et comprendre sur la magie des ancêtres. Pas du tout. C'est plutôt des outils, des réflexions et des méthodes très concrètes et pratico-pratiques pour se lancer, pour découvrir, pour comprendre, pour commencer à expérimenter avec ce sujet. Merci beaucoup en tout cas encore pour tous nos échanges autour de ces deux premières vidéos et j'espère que cette troisième vidéo vous apportera, vous a apporté et puis je vous dis à bientôt sur Mystic Moon. Ciao!